Je reprends la parole pour présenter une contribution que j'ai faite dans l'ouvrage qui s'intitule « Prioriser la question de la justice au cœur de la stratégie vaccinale ». Une question qui avait un cadre très étroit en réalité, l'idée étant de réfléchir sur la justice dans la distribution des doses de vaccins en France. Question qui n'épuise évidemment pas toutes les questions de justice posées par la vaccination. Et notamment, deux questions essentielles ne sont pas traitées dans ce texte. La première est celle de la distribution des doses de vaccins à l'échelle mondiale, qui est traitée ailleurs dans le volume et sur laquelle Anna Zielinska reviendra tout à l'heure. Et une autre interrogation concerne de justice également, qui n'est pas traitée, concerne le type de solution d'ordre biotechnologique qu'a constitué la vaccination. Certains auteurs, notamment Caroline Nisambert et Jean-Paul Godillère, qui interviennent aussi dans l'ouvrage, ont fait valoir que si la vaccination s'est imposée comme unique recours face à cette situation incontrôlable, c'est précisément que nous n'étions pas suffisamment bien préparés contre la pandémie, que notre santé publique était trop faible, que nous n'avons pas disposé de masques dès le début, que les dispositifs de traçage n'ont pas été suffisamment performants. Bref, c'est là une question aussi de justice, mais de justice productive, qui concerne en l'occurrence ce que nous produisons, nos choix de production, que produisons-nous, y compris d'ailleurs en matière de cohésion sociale. On en a beaucoup parlé jusqu'à présent. Donc, pour ma part, moi, je parle de justice non pas productive, mais de justice distributive, ce qui suppose de se demander, finalement, si nous avons fait les bons choix, une fois que nous étions embarqués, finalement, dans cette situation, donc en janvier 2021, finalement. Et cette question elle-même, elle se divise en deux sous-questions. D'abord, quel a été l'objectif de cette distribution de doses de vaccins, quels auraient pu être les autres objectifs, première question, et comment a été mis en œuvre cet objectif. Sur la première question, c'est l'objectif de sauver le maximum de vies en France, qui a été jugé prioritaire dans le rapport, dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé, dans la mesure où, comme le disait la Haute Autorité de Santé, je cite, « L'âge est de loin le principal facteur de risque de forme grave identifié dans l'étude de cohorte nationale quasi exhaustive portant sur 66 millions d'assurés, menée par le GIS et PIFAR. Et donc, compte tenu de la forte mortalité des personnes de plus de 85 ans, d'autant plus lorsqu'elles étaient hébergées dans des structures collectives et donc particulièrement exposées au virus, ce sont elles, ces personnes, et les professionnels de plus de 65 ans travaillant auprès d'elles qui ont été les premières à se voir proposer donc la vaccination. Alors, d'autres objectifs auraient pu être poursuivis. Celui de sauver le maximum de vies de personnes relevant de la réanimation aurait pu être un objectif dans un contexte de tension hospitalière et pour éviter que les personnes susceptibles d'être réanimées ne puissent bénéficier de soins faute de place en réanimation. Et alors, auraient été prioritaires les personnes qui cumulent une forte vulnérabilité physique et la capacité à supporter des soins de réanimation, c'est-à-dire les personnes âgées, mais pas trop fragiles, et les personnes particulièrement à risque de développer des formes graves de la Covid-19. Alors, dans la contribution, j'avance une objection éthique contre cet objectif-là. Après la mort de milliers de personnes en EHPAD ou en unité de soins de longue durée, dans des structures collectives, ce choix aurait été légitimement perçu comme un abandon pur et simple de ces personnes, cumulant vulnérabilité physique, psychique et sociale. Et il était, à mon sens, légitime, et pas seulement à mon sens, c'est ce qui a été décidé dans un très grand nombre de pays et recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, que les doses de vaccins aillent en priorité vers les personnes d'un âge très avancé, et en particulier vers celles qui résidaient dans des lieux de vie collectifs. En revanche, on peut se demander, une fois que cette première phase de la vaccination était passée, si un autre critère de distribution que la vulnérabilité physique n'aurait pas pu être pris en compte de façon cumulative, comme le préconisait l'OMS dans un document paru en septembre 2020. Je parle de la vulnérabilité sociale, c'est-à-dire des personnes vulnérables socialement, des personnes qui, du fait de leurs conditions de vie, sont particulièrement exposées au virus.
Par exemple, on aurait pu prioriser les doses en direction des territoires les plus pauvres, qui statistiquement concernent davantage de personnes socialement vulnérables. Dans son document de recommandation, la Haute Autorité de Santé écarte cette piste en écrivant que les facteurs socio-économiques restent à mieux documenter. En revanche, au niveau de la région Île-de-France, au niveau de cette région-là, mais peut-être d'autres régions, cela reste à... je ne sais pas en fait. Cela a été fait, certains départements ont été surdotés. C'est-à-dire ont reçu davantage de doses de vaccins. Et puis un dernier objectif aurait pu être poursuivi, ceux dont on estime qu'ils enduraient les plus fortes souffrances et pertes de chance en raison des mesures de confinement et de restriction de liberté auraient pu se voir priorisés, et dans la contribution, j'écarte totalement cette piste pour des raisons que ici je ne détaille pas. Voilà, donc ça c'est pour l'exposé des objectifs. Ensuite, il y a une autre question qui concerne la mise en œuvre des critères, puisque en deçà de critères que nous pourrions appeler critères primaires, un autre type de critères secondaires consiste à prioriser parmi les publics prioritaires, donc définis suivant des critères primaires, ceux qui, en raison de potentielles vulnérabilités, il faut se tourner en priorité pour compenser leurs désavantages. Ici, des ajustements ont pu être effectués pour compenser les inégalités sociales d'accès à la vaccination. Ce sont les fameuses actions d'aller vers dont on a déjà beaucoup parlé. En Seine-Saint-Denis, s'est constitué un maillage en centres de vaccination plus dense et plus riche que dans les autres départements, par exemple. Un bus de vaccination sillonnait les villes du département. Des campagnes de sensibilisation ont été mises en place. Et avec Vincent Israël Jost, nous avions, lors d'une séance de notre groupe de travail, pu aussi parler à des personnes de la communauté professionnelle territoriale de santé du 14e arrondissement qui avaient mis en place une initiative pour aussi sanctuariser un certain nombre de doses pour les personnes les plus éloignées de la vaccination et mettre en œuvre un tas d'actions pour permettre à ces personnes d'avoir accès à ces doses de vaccin. Voilà, je vais vite, mais finalement 3 conclusions me semblent s'imposer. D'une part, la priorité donnée à la vulnérabilité physique semble justifiée dans un contexte de forte mortalité, donc des personnes précisément vulnérables d'un point de vue physique. Deuxièmement, une considération plus attentive des inégalités sociales aurait conduit peut-être à infléchir la stratégie vaccinale, non seulement en distribuant des doses en priorité aux habitants des communes ou des quartiers les plus pauvres, mais aussi en démultipliant et en intensifiant les actions consistant à aller vers les personnes les plus éloignées de la vaccination. Mais, dernier point, même en tenant davantage compte des inégalités sociales de santé, la stratégie vaccinale aurait sans doute eu un effet très marginal sur ces dernières. Et ça, je pense que c'est important de le noter, dans la mesure où ces inégalités-là sont elles-mêmes que les effets d'inégalités sociales durablement installées. Et c'est sans doute ce point-là qui est le plus préoccupant. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Pauline. Je suis adhérent à l'UNAFAM et à l'ALTESAC, Gérard Lévy des Yvelines. Un ouvrage, je pense que tout le monde a eu cet ouvrage, il a été fait en 2019, un an avant la crise. Il s'appelait « Antivax, la résistance au vaccin du XVIIIe siècle à nos jours », fait par François Salvadori et Henri Vigneault, édition Vin de Meyer. Ils étaient prémonitoires parce qu'ils avaient compris que la culture française scientifique était à refaire, puisque voilà, on était confronté à une réticence forte, cumulée avec des crises préalables du style conflit d'intérêts. Toutes les crises sanitaires qui a eu lieu, le vaccin avec l'aluminium ou pas, a créé un doute. Et c'est vrai qu'on est dans une crise d'incertitude. Gestion de crise, oui, mais prévention des risques majeurs, la culture française est à faire, comme d'autres pays qui l'ont mise en plein œuvre. Donc, il y a un travail à faire. Alors, ma question, c'est juste dans ce volet-là, sur la répartition.
Si on est scientifique et au pays de Descartes, on doit calquer les paramètres des plus vulnérables. En effet, on savait que c'était les personnes les plus âgées avec des comorbidités, IMC, déficience immunitaire et autres. Donc c'est logique qu'on fait une priorité à ces personnes. En créant en fait cette pénurie, on crée aussi une incitation. Une incitation pour dire, et quand viendra mon tour, et n'oublions pas qu'il y a eu une multitude de rendez-vous distants, on ne trouvait pas, il a fallu gérer la pénurie. Donc dans cette crise, moi je pense qu'il faut faire, en plus de le rapport parlementaire qui a eu lieu, hein, je pense qu'au niveau international, il faudra mettre tout à plat. C'est-à-dire pourquoi on est arrivé à une situation de carence, y compris d'incertitude totale par les politiques, par Raoult, par plusieurs paramètres, l'OMC compris, hein, vis-à-vis des masques. Hein. Il y a eu tellement de choses, et je pense que si on veut éviter la future crise d'un Covid-19 puissance 10, parce qu'on n'est pas encore à l'abri d'un virus, on ne sait pas encore s'il est échappé ou pas d'un laboratoire, comment on va réagir? Avec des injonctions top-down, comme ça a été dit. Je termine, que les préfets décident unilatéralement d'interdire l'accès aux espaces naturels alors qu'on peut contaminer que son nombre, une personne individuelle, c'est insupportable. C'est une injonction qui n'est pas normale et qui a été combattue dans les tribunaux, mais que le Conseil d'État a cassé systématiquement. Donc, il faut remettre tout à plat, et je pense que vous participez à ce débat général et sociétal. C'est une question très vaste qui renvoie en fait à la question que je n'ai pas traitée, c'est-à-dire à ce que j'évoquais quand je parlais de justice productive, puisque vous parlez des masques, c'est ça? Si j'ai bien compris, de la pénurie de masques, comment... Les vaccins, des vaccins également. Alors, Alain Fischer me sauve. Il suffit d'un seul chiffre. Au mois de janvier 2021, il y a 1 million de doses disponibles en France. À qui on donne ce 1 million de doses? C'est exactement ce que vous avez décrit. Il y a une pénurie objective, qui est une pénurie mondiale, même si on est un tout petit peu en retard des Britanniques, enfin de quelques semaines. Mais c'était impossible d'en avoir plus. Donc c'est une pénurie objective, technologique, et déjà dans un contexte assez remarquable que ces vaccins étaient déjà présents en janvier 2021. Ils auraient pu l'être, comme ça a été rappelé en introduction, en 2025. Hein. C'est-à-dire qu'on ne les ait pas encore aujourd'hui. Donc il fallait gérer la pénurie et utiliser au mieux ces vaccins pour sauver un maximum de vies. Enfin, je ne vais pas répéter ce que vous avez très bien dit. Hein. Sur la pénurie des masques, notamment, il y a le livre de Jean-Paul Guédillère, Caroline Misanvert et Pierre-André Juven, qui s'appelle Pandémo politique, qui vraiment revient sur les... qui développe des thèses sur les raisons de ces pénuries et fait vraiment une critique de cette situation. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. Peut-être une question de précision sur ce que vous avez dit. Est-ce qu'à un moment donné, du coup, il y a eu un refus de prioriser les personnes en situation de vulnérabilité socio-économique? On a considéré que c'était pas dans ce sens-là qu'il fallait aller. On n'a pas compris s'il y avait eu la question s'était posée et que du coup ça avait été pas considéré comme prioritaire ou... Le seul élément de réponse que j'ai là-dessus, c'est dans le rapport de la HAS, où il y a écrit en effet que ce serait une piste à envisager, mais que nous n'avons pas suffisamment de données sur les facteurs socio-économiques. Voilà. Mais évidemment, moi je n'étais pas dans les choix qui ont été faits. Je pense que... Je ne sais plus la date exacte, mais quelque part en mars-avril sont sorties les premières données, les premières publications, notamment françaises d'ailleurs, sur l'inégalité des chances, si je puis dire, face au Covid, et que les gens en situation de précarité étaient à plus haut risque, 1, d'infection, 2, de maladies sévères. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un infléchissement progressif et un mouvement, même s'il a été insuffisant, mais il est quand même assez significatif, à juste titre, particulièrement en 93, en 9-3, Seine-Saint-Denis, mais pas que, ailleurs, à Marseille, etc., pour aller au plus près des personnes en situation de précarité. Donc il y a eu un infléchissement progressif dès qu'il y a eu des données objectives, et une étude faite par des gens de Médecins du Monde en particulier,
bon, on peut absolument dire que c'est insuffisant, mais ils ont été priorisés, disons, les personnes en situation de grande fragilité ont été priorisées relativement, en sachant que le niveau d'efficacité des politiques d'aller vers n'a rien à voir avec une vaccination en centre de vaccination. Vous imaginez le nombre de personnes qu'il faut mobiliser pour vacciner une personne ou 10 personnes, ça n'a rien à voir. Donc c'est un effort gigantesque pour des résultats qui ne sont pas négligeables. Je ne suis pas sûr que ces données soient absolument exactes, mais il a été dit par le ministère de la Santé que 75% des personnes en situation de précarité avaient été vaccinées. Si ce chiffre est exact, c'est absolument remarquable. Je ne suis pas sûr qu'il soit tout à fait juste, mais c'est ce qu'il dit. Je n'ai pas le moyen de vérifier. Merci Paulou Valdubuc. Et j'invite maintenant Clément Tarantini, qui est chercheur postdoctoral en anthropologie à l'Institut Pasteur, à venir nous présenter le chapitre qu'il a écrit sur les soignants et l'obligation vaccinale.